Merci, déjà merci à Baptiste, à toute l'équipe de la quincaillerie et tous les acteurs locaux de nous recevoir. On joue à votre domicile. Donc c'est un plaisir de pouvoir animer cette table ronde consacrée plutôt au volet économique. Toute la matinée, l'économie elle est omniprésente évidemment, mais on a beaucoup parlé d'engagement citoyen. Et là on va essayer de voir comment les acteurs économiques s'impliquent dans cette dimension de catalyseur territorial qu'est le tiers-lieu de la quincaillerie, et de manière plus générale, comment les acteurs économiques vivent la transition. Évidemment des acteurs économiques qui sont nés dans la transition, notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les pure players de l'économie inclusive et circulaire, et puis aussi les acteurs plus traditionnels qui donc ont une envergure en termes de taille souvent plus grande et qui sont confrontés à des challenges qui sont relativement importants. Donc c'est aussi le but de croiser ces regards et d'essayer de réfléchir ensemble à la manière dont toute cette économie finalement converge vers un seul et même modèle, en tout cas circulaire et inclusif par nature. Un petit mot pour vous dire ce qu'est le Grand Rebond. On a eu l'occasion d'échanger en préparation de la table ronde, mais pas forcément avec tout le monde. Le Grand Rebond, c'est une association qui est un catalyseur qui a 3 collèges. Le collège des réseaux d'entreprises, donc ça veut dire qu'on ne travaille pas directement avec les entreprises, mais avec des têtes de réseau d'entreprises. Donc on est plus un réseau de réseaux d'une certaine façon. Et puis on a également un collège association et économie sociale et solidaire, donc les acteurs du changement, qui ont beaucoup à apporter en termes de culture et surtout d'expérience, de zone d'expérience sur l'enjeu des acteurs économiques traditionnels qui cherchent justement à se transformer et à trouver les nouvelles formules, les nouveaux modèles. Et puis le 3e collège qui est en construction étape par étape avec la tournée des tiers-lieux, ce sont les tiers-lieux pour justement travailler avec un ancrage local. Les catalyseurs territoriaux que sont les tiers-lieux nous permettent de créer des ponts avec la réalité et les spécificités de chacun des territoires. Et donc le Grand Rebond, c'est à la fois un observatoire pour mettre en avant des cas d'usage, donc des entreprises qui ont amorcé tout ou partie de leur métamorphose, c'est-à-dire développement économique aligné avec des externalités positives sur le plan environnemental et social. Et donc ce sont des publications très courtes qui ont vocation à inspirer des dirigeants d'entreprise. Des émissions, dont une a été enregistrée tout à l'heure à chacune des étapes et sur certains événements comme le forum Convergence 3.0 qui a eu lieu au Palais Brognard récemment. Et donc tout ça est diffusé sur la chaîne YouTube et dans les réseaux sociaux du Grand Rebond. Là, ça permet de prendre le temps de mettre en avant des initiatives, des visions. Et puis ensuite, la partie un peu immergée de l'iceberg du Grand Rebond sont les projets impact sur lesquels on travaille activement avec un ensemble de partenaires en co-construction qui sont pour la plupart des associations, des acteurs de l'ESS. Et ces projets, on a vocation sur 2022 à les pousser à travers les 3 collèges que j'évoquais tout à l'heure en transversalité pour justement créer plus de liens, plus de ponts entre les réseaux d'entreprises, les associations et les tiers-lieux. Donc on va revenir vers chacune et chacun d'entre vous bientôt pour vous partager les projets impact sur lesquels on va s'engager activement pour pousser et maximiser cet impact. Donc pour démarrer la table ronde, alors déjà au niveau de la gestion du temps, ce que je vous propose c'est de faire un premier tour de table avec quelques questions-réponses sur des propos finalement assez directs et succincts pour que on ait le temps dans une deuxième partie de la table ronde d'interagir alors aussi bien avec les personnes présentes dans la salle que sur la table en elle-même pour pouvoir rebondir sur les propos des uns et des autres. Donc n'hésitez pas sur smartphone, sur un bout de papier ou dans un coin de votre tête à garder soit des réflexions, des témoignages ou des questions pour qu'on puisse créer comme ça de l'interaction tout à l'heure. Pour commencer le tour de table, j'aurais donné la parole à Baptiste. Baptiste, donc concierge de la quincaillerie, qui nous reçoit. Baptiste, est-ce que tu peux nous exposer, nous rappeler comment est structurée la quincaillerie, comment est née la quincaillerie, comment se finance la quincaillerie, quelles sont les principales activités permettant pour tous les acteurs du territoire de bien flécher sur la vision et les modalités d'existence de cet espace.
Très bien, mais déjà je suis ravi d'accueillir autant de monde autour de la table pour traiter le sujet. La spécificité de la quincaillerie, on l'a déjà dit plusieurs fois ce matin, mais c'est que c'est un service public, et c'est un service public qui n'a pas été mis en place de manière descendante, ça a vraiment été un processus ascendant, avec des citoyens, des associations qui avaient cette volonté de créer un lieu, alors un lieu centralisateur des pratiques numériques à la base, où on y grefferait les médias associatifs locaux, donc c'est le cas avec Radio Pays de Guéret et depuis peu Télé Guérévision, d'avoir un lieu de diffusion culturelle non élitiste, c'est-à-dire que tout à chacun peut venir exprimer son art, que ce soit de l'art, de la peinture ou proposer un concert, et d'avoir en fait un lieu du vivre ensemble au niveau social et sociétal, mais aussi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'en fait c'est un lieu de travail en journée, alors c'est un lieu un petit peu de bamboche, j'ai envie de dire, mais c'est aussi surtout un lieu de travail en journée, un lieu de rencontre. Sur le modèle économique, on est sur un service public, donc je vais en toute transparence, il y a quand même beaucoup d'argent public qui permettent à ce lieu d'exister, mais on multiplie les financeurs, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'État, la région, l'Europe, l'agglo, et puis on a quand même une partie de recettes, parce qu'il y a des loyers, il y a des associations, des structures qui louent des locaux ici, il y a la location d'espaces de travail à la journée, à la demi-journée, et puis il y a tout ce que nous on propose en termes de médiation numérique, il y a quelques prestations sur le Fab Lab. Donc en fait on arrive, bon an mal an, à 20-25% de financement du lieu. Et même sur l'acquisition de travaux, on a été chercher du financement à plusieurs portes, que ce soit l'État, la région, sur notamment un appel à projet autour des bâtiments du futur. Et puis après l'économie elle est aussi différente, c'est-à-dire que quand on accueille par exemple un événement comme ça génère de l'économie, ça prend des nuits d'hôtel, ça va au restaurant. Ça contribue à la notoriété de Guéret, parce qu'en fait là avec toutes les vidéos qui sont faites sur les réseaux sociaux de tout ce qu'on fait aujourd'hui, mine de rien ça fait rayonner Guéret, et ça c'est plutôt de l'impact qualitatif et non quantitatif. Donc il y a toute cette économie indirecte aussi qui existe, et on voit que depuis quelques années maintenant, alors c'est pas pour jeter des fleurs à la quincaillerie, mais il y a beaucoup de regards qui se portent sur ce tiers-lieu. Donc voilà, ça contribue à l'image du territoire et peut-être à une certaine forme de dynamisme de ce qui peut se faire un peu autrement sur ce territoire. Et le lien avec les entreprises du territoire, est-ce que tu es satisfait aujourd'hui de la quantité, de la qualité de ces liens? Et si tu as justement des ambitions de monter en puissance de ces relations avec les acteurs économiques, ça passerait par quel levier et quelle est ton aspiration pour la quincaillerie vis-à-vis de ça? Alors, je suis assez convaincu que si on avait 15 bureaux, les 15 seraient loués. À l'heure actuelle, sur le territoire, ce qui est un peu moins appréhendé, ou en tous les cas, c'est ces espaces ouverts, où là, peut-être j'aurais besoin, et je me tourne vers Philippe Daly parce qu'on en a déjà parlé, peut-être que la CCI, ou du moins les chambres consulaires, se fassent le relais, quand ils accueillent des porteurs de projets, de les orienter sur des espaces de travail. Alors, c'est vrai que nous, on travaille plus sur l'économie sociale et solidaire et sur l'économie du numérique, mais en fait, on a des espaces de travail qui sont à disposition, qui sont relativement qualitatifs. On propose la fibre optique, on propose le café, on propose un copieur. Et on permet aussi à ces porteurs de projets de rencontrer d'autres dynamiques du territoire, rencontrer d'autres professionnels, et peut-être que rencontrer un graphiste, rencontrer un designer, rencontrer un paysagiste, au bout d'un moment, si ces gens se mettent en synergie, on peut répondre à des appels à projets ou des projets auxquels on n'aurait pas pensé. Donc voilà, c'est vraiment cette notion d'amener sur un lieu précis tous ces corps de métier pour qu'ils puissent œuvrer ensemble aussi. Très bien, merci Baptiste. Je me tourne maintenant vers Philippe Ponsard. On a deux micros, là, il y en a un également sur cette table. Philippe, vous êtes maire de Savène, vice-président également de la communauté d'agglomération du Grand Guéret, et puis impliqué dans la quincaillerie depuis ses débuts, avec un sujet qui est le vôtre, celui du développement local et du collaboratif. Et j'ai entendu une de vos interventions précédentes au cours de laquelle vous parliez de vivre mieux aujourd'hui pour préparer demain. Est-ce que le tiers-lieu de la quincaillerie vous apporte satisfaction par rapport à cette ambition? Je serais mal placé pour dire le contraire quand même. Non, mais c'est vrai que c'est une formule, c'est surtout pour nous permettre et permettre aussi aux habitants de ce département de dire que effectivement on vit sur un territoire qui est quand même assez exceptionnel, et que cette volonté de dire qu'on vit mieux ici qu'ailleurs et qu'on ne va pas attendre demain pour vivre mieux, c'est une façon aussi de
d'essayer de dynamiser, je dirais, tous les talents qu'il peut y avoir sur ce territoire, et notamment sur le territoire de l'Agglo, mais sur tout le département. Hein. On verra tout à l'heure, hein. Regardez, là, il y a quand même, je pense, des initiatives complètement innovantes et qui sont quand même extrêmement porteuses en termes de développement économique, sauf, si vous me permettez l'expression, si on n'était pas emmerdé par des aspects complètement idéologiques qui empêchent d'utiliser effectivement des herbes qui pourraient nous rendre la vie plus facile, surtout quand on est bien malade, voilà, par exemple. Alors, le tiers-lieu dans tout ça, bah oui, parce que je crois que, et je le vis aussi en tant que maire d'une petite commune, où vous l'avez vu hier, là, il y a eu un appel à idées pour essayer d'aménager la commune, et surtout pour qu'on recrée du lien social. Et c'est pratiquement 11 équipes d'architectes et de paysagistes qui se sont décarcassés pour faire des projets. On les a retrouvés ici tout à l'heure. Voilà, c'est toute cette dynamique. Et moi, ce que j'aime dans cet aspect tiers-lieu, je dirais que c'est plus de travailler aussi sur des projets qui sont alternatifs. C'est-à-dire que c'est d'imaginer aujourd'hui comment on peut travailler autrement et comment on peut vivre aussi autrement. Et c'est là qu'on rencontre effectivement des gens qui, a priori, on pourrait trouver perchés, hein, ou qui sont effectivement parfois sur des idées qui peuvent être surprenantes. Et puis, quand on commence à mieux connaître, et puis peut-être à les orienter comme il faut, puisque c'est notre rôle aussi là, de faire de l'accueil, et notamment de l'accueil économique, et de les envoyer vers des structures qui vont les aider à faire éclore leurs projets. Je pense notamment bien sûr aux consulaires, voire pourquoi pas à des entreprises. Hein. Dans le BTP par exemple, on cherche de la main d'œuvre. Ça peut être aussi des manières aussi de renseigner. Moi je crois que c'est ce dynamisme-là qui est assez peut-être confus en termes économiques, mais qui peut être effectivement tout à fait efficace. Et la période de la crise sanitaire qu'on vient de traverser, en tant qu'acteur et aussi observateur de tout ce qui se passe dans le territoire, comment vous avez perçu l'impact sur le développement notamment de l'économie sociale et solidaire, des vocations individuelles sur les questions de choix de vie? Alors moi, c'est plus sur des vocations individuelles. Là, je réagis surtout comme maire, mais j'ai beaucoup de collègues, hein, maires, là, sur le département. Moi, c'est typique, hein, sur ma commune, il n'y a plus de maison à vendre. Les terres, enfin les terrains à bâtir se vendent également. Par contre, ce qui est quand même assez surprenant, et ça c'est à vérifier sur le territoire et avec les autres collègues, j'ai pratiquement dans tous les achats qui ont été faits, j'ai aucune résidence secondaire, et j'ai pratiquement personne qui vient de l'extérieur. Ça veut dire qu'effectivement, c'est complètement inattendu. Les personnes qui ont acheté des bâtiments ou qui achètent aujourd'hui des terrains à construire, ce sont des gens qui étaient déjà en Creuse. Alors, pas forcément creusois, mais qui avaient un boulot ici et qui peut-être se tâtaient pour dire, bah, je sais pas, parce que la plupart, c'est des trentenaires, hein, se disent peut-être, bah, je sais pas si on va rester. Peut-être on va aller peut-être en ville où c'est mieux payé, etc. Puis il y a eu ce confinement. Et leur choix a été fait. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. C'est peut-être pas... Ça a vérifié, hein, statistiquement. Et c'est vraiment une surprise aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont fait le choix de dire « Ok, je reste ici, je reste en Creuse ». Ouais, donc finalement, c'est une auto-attractivité, plus que l'attractivité du territoire. Probablement qu'il y a un effet peut-être du confinement, bah, parce qu'on l'a vu, puis on l'a entendu. Hein, le confinement dans les grandes villes, bah, on voit ce que ça a pu donner. Hein, lorsqu'on paye une fortune, pratiquement ce qu'on a ici pour à peine un placard à balai, et puis qu'on reste coincé, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus toute la journée, et qu'on reste coincé 24/24, des fois avec en plus des enfants dans l'appartement et tout, on se pose certainement, probablement des questions, et quand on est à l'extérieur de tout ça, on trouve que finalement on est bien mieux loti, quoi. Merci pour votre témoignage. On va poursuivre avec François Barneau, maire également de Saint-Fiel, vice-président de la communauté d'agglomération Grand Guiret, et vous êtes en charge plutôt du volet développement économique.
Et là, le tiers-lieu, on parlait tout à l'heure du lien avec les acteurs économiques. De votre point de vue, comment c'est un outil déjà aujourd'hui, comment ça pourrait l'être encore plus demain de développement économique? Oui. Positionner le tiers-lieu par rapport au développement économique, il faudrait d'abord commencer à définir ce qu'est le développement économique. On a entendu parler ce matin, ça part de la microvision à la macrovision, et c'est pas péjoratif, hein. Le micro vaut le macro et le macro vaut le micro. On va pas rentrer dans ce débat. Vous m'avez dit que j'avais 2 heures devant moi pour en parler, donc je vais essayer d'être un peu plus court. Mais pour se dire que le développement économique, j'ai tendance toujours à dire, on fait du bon développement économique dans un environnement favorable. Voilà, pour en revenir très, très rapidement au tiers-lieu. On a besoin donc d'avoir un chef d'entreprise, bien sûr qu'il est totalement, je dirais, à 100% de son temps sur l'entreprise, mais l'entreprise, pour qu'elle vive, il faut l'idée, il faut le matériel, il faut l'implantation, et il faut du monde. Et Philippe le disait, l'attractivité de notre territoire participe aussi au développement économique, puisque on a la chance de pouvoir proposer, d'abord en termes de paysage, de qualité de vie, un territoire qui n'a pas à rougir, au contraire, et un phare par rapport aux autres départements, puisqu'on est les meilleurs. Hein. Mais il faut aussi de l'innovation, il faut de l'interactivité, il faut amplifier aussi l'esprit d'entreprendre, non pas spécialement pour créer son entreprise, mais pour passer le cap du salarié au collaborateur. Je crois que les chefs d'entreprise aujourd'hui cherchent beaucoup plus des collaborateurs que des salariés. Et tout ça, ça émerge au travers du tiers-lieu. Ce tiers-lieu, évidemment, c'est un vaste creuset où chacun arrive avec ses préoccupations, avec ses objectifs. Baptiste le disait tout à l'heure, il y a des interactions qui se passent entre l'un et l'autre. Ça assoit la vision qu'ils peuvent avoir du monde de l'entreprise, parce que vous allez me trouver très négatif, mais la véritable vision du monde de l'entreprise, je suis désolé de le dire, on ne l'apprend pas à l'éducation nationale, on l'apprend une fois qu'on est sorti de l'éducation nationale. Et ce partage, on le trouve dans le tiers-lieu. Baptiste disait, bien sûr, diriger des porteurs de projets au tiers-lieu. Certes, il y a nos amis consulaires. Au développement économique, systématiquement, on envoie bien sûr des personnes ici. Et je dois dire que si on regarde la politique de la Comdaglo au travers de tout ça, il y a quelque chose de concret. Je suis vice-président au développement économique. Philippe est vice-président en ce qui concerne le collaboratif. Annie est vice-présidente en ce qui concerne l'ESS. Et quelqu'un qui se cache, qui est Pierre, est en charge de l'environnement. Mais je peux vous assurer que là, on n'est pas isolés les uns des autres. La transversalité, elle existe. Peu importe où le porteur de projet va taper à la porte. Le tout, c'est qu'il tape à une porte et que nous, en parfaite union, on puisse le diriger là où il est besoin. De plus, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Baptiste, il y a des outils partagés, bien entendu, mais ça, je laisse, je dirais, à la limite, ce volet-là, il est connu de tous. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cet échange tout azimut. Entreprise, environnement, social, qui permet, je dirais, d'avoir un semi-favorable, d'où va émerger, bien évidemment, des acteurs de l'économie, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient collaborateurs, ou même salariés, peu importe. Mais voilà, tout ça, c'est un vaste creuset où on récolte tous les ans une bonne saison. C'est vrai que le mot transversalité que vous avez employé, il est clé. Et c'est assez rare par le biais de la tournée, mais pas seulement dans toutes les activités dans lesquelles, plus business pour le coup, je suis impliqué. On voit bien que c'est le point faible de plein d'écosystèmes.
parce que c'est pas facile à incarner la transversalité, en tout cas à créer véritablement. Et le sentiment que l'on a eu en préparant cette étape et puis depuis ce matin, c'est que effectivement ici à Guéret, non seulement vous le dites, mais en plus vous le faites. Et donc finalement, ce qu'on peut souhaiter presque à Guéret, plus que de lever des nouvelles barrières, c'est surtout de partager déjà tout ce qui est bien auprès de d'autres territoires, voire même d'acteurs économiques. Il y a plein d'entreprises qui rêveraient de transversalité en interne. Et on manque de cas d'usage avec du recul dans tous les domaines sur cette capacité à faire transversalité. Donc merci d'avoir souligné cet aspect-là. Non, mais enfin, je le répète, il faut absolument abattre les cloisons. Hein. On a eu, fut un temps, des caricatures. La caricature du chef d'entreprise, la caricature du social, la caricature de l'ESS. Tout ça, si on veut avancer, ben, il faut se regarder, se comprendre et additionner les objectifs au bénéfice du territoire. Merci, on va poursuivre avec un autre témoignage qui incarne la transversalité, qui est Véronique Faury, donc chargée de mission à la fabrique à initiative rattachée à France Active. Véronique, pour commencer, peut-être rappeler quel est le lien entre à la fois la fabrique à initiative, France Active, la quincaillerie et puis l'incubateur de l'ESS aussi, et le réseau Tela, parce que finalement vous êtes un peu connecté avec tout le monde ici, j'ai l'impression. C'est les joies de travailler à la quincaillerie, c'est qu'on est tous connectés, oui, tout à fait. La fabrique à initiative est un dispositif qui est porté par France Active. Donc France Active Nouvelle-Aquitaine porte sur nos territoires la fabrique creusoise. Et le métier spécifique de la fabrique, son originalité, c'est de partir des besoins du territoire pour arriver à trouver des solutions. En fait, on est parti du constat qu'il existe un certain nombre de dispositifs qui aident les porteurs de projets à concrétiser leurs projets. On a par exemple l'incubateur, on a les chambres consulaires. Et donc quand il y a un porteur de projet, il y a des voies qui existent déjà pour les accompagner. Et sur certains territoires, en fait, il y a plein de besoins, mais il n'y a pas forcément le porteur de projet. Et du coup, on a décidé de changer un peu la façon de faire. Du coup, au lieu de partir du porteur, de l'individu, on part du besoin du territoire. Ce besoin du territoire, on l'étudie, on l'évalue, on cherche une solution. Donc à la fabrique, on cherche des solutions, typiquement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais jamais seul, c'est-à-dire on travaille en partenariat aussi avec les entreprises classiques. On essaye de déterminer un modèle économique viable sur le long terme, et quand toute cette étape est faite, on passe à ce moment-là seulement au choix du porteur de projet, ou alors on le crée. Donc la particularité aussi, c'est que des fois il existe sur le territoire, et s'il n'existe pas, on va l'inventer. Et ensuite, on l'accompagne pour aller jusqu'au bout du projet. Donc voilà, c'est vraiment la spécificité. Dans cette activité, je travaille au sein de la quincaillerie, donc je suis coworkeuse au sein de la quincaillerie. Et puis, je côtoie l'incubateur, forcément, le réseau Tela, et on travaille tous ensemble. Au-delà de ça, je pense que la spécificité peut-être de la façon de travailler, c'est que quand on travaille sur le besoin du territoire, le besoin, il n'est pas dans une catégorie. C'est-à-dire que c'est un besoin qui peut être économique, social, humain, voilà. Et les façons d'y répondre doivent être innovantes. Et parfois l'innovation, c'est l'ESS, parfois l'innovation, c'est une entreprise classique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Quand on revient à la transversalité, et c'est plus facile étant de l'extérieur de mettre autour de la table des gens qui, a priori, ne se connaissent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler ensemble, il y a encore un vrai problème de méconnaissance de qui fait quoi. Voilà, donc sur certains projets, on y arrive particulièrement bien. Et sur la circularité, vous pouvez illustrer avec un projet justement qui a amené à embarquer toute une filière en transversalité? Alors la fabrique, l'année dernière, a été interpellée par les fédérations de bâtiments et travaux publics de la Creuse, parce que depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, ils réfléchissaient à créer, on va dire, des solutions pour la gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics, mais ils peinaient à la concrétisation. Du coup, nous nous sommes emparés du sujet, et aujourd'hui, sur le territoire de la Creuse, nous avons créé une association
donc qui s'appelle EC Cube, économie circulaire de la construction en Creuse. Et la vocation donc de cette association, c'est de mettre autour de la même table des entreprises privées, des collectivités locales, territoriales et des syndicats mixtes de déchets. Des personnes qui, a priori, ne travaillent pas souvent ensemble. Et autour de la table, dans la même association, on a décidé de structurer toute la filière déchets. Et quand je dis déchets, ça va jusqu'à l'économie circulaire, puisque les flux qui nous occupent, ce sont des flux de déchets inertes, des flux qui sont rendus obligatoires par la loi, et surtout, et aussi le réemploi. Donc on va vraiment boucler la boucle de l'économie circulaire grâce à une association territoriale. Merci Véronique. On va continuer justement avec une initiative issue de la fabrique, avec Stéphane Charles, directeur de Revatech. Comment déjà le processus que décrivait Véronique à l'instant a permis de donner naissance à Revatech? Alors, peut-être y a-t-il un temps qui me semble-t-il a un peu compté pour notre département, c'est le lancement du plan particulier pour la Creuse. Ça a vraiment mis un certain nombre de gens autour de la table pour faire émerger des choses. Alors, il y a des projets qui étaient prêts, qui font partie du plan particulier pour la Creuse, et puis d'autres qui ne l'étaient pas. Et donc la Fabrique Initiative s'est emparée d'un certain nombre de questions qui étaient sur ces sujets-là, en particulier des questions qui tenaient aux questions de santé. Alors le Covid en a mis pour le moment quelques-uns de côté, mais qui reprendront sans doute. Et la question des aides techniques à l'autonomie est arrivée sur la table. Les aides techniques, c'est des dispositifs médicaux, fauteuils roulants, lits médicalisés, etc. Mais pas que, et aussi des petits outils qui améliorent le quotidien pour des gens qui sont en perte d'autonomie ou en situation de handicap. La Fabrique à Initiative, finalement, a réuni autour de cette question les acteurs du territoire pour savoir comment on pouvait mieux satisfaire les besoins en la matière, sachant qu'il existe en Nouvelle-Aquitaine un observatoire dédié aux aides techniques qui a fait le constat que 43% des besoins n'étaient pas satisfaits dans notre territoire. Alors, des besoins pour qui d'abord? Des besoins pour des gens qui économiquement n'ont pas les moyens. Et on est quand même dans un département de la Creuse, un territoire pauvre, avec des faibles niveaux de revenus, donc des gens pour lesquels il pourrait y avoir un petit reste à charge n'ont pas les moyens. Voilà. La deuxième problématique, c'était celle de l'accès aux soins. C'est quelque chose qui est prégnant chez nous. Et puis la troisième, c'est peut-être quelque chose de plus global, mais la question de l'acculturation, c'est-à-dire on est dans un territoire pauvre, donc avec une population plutôt vieillissante, et donc il y a des choses qui sont liées à la perte d'autonomie dans la vie quotidienne, qui font partie du vieillissement. Voilà, c'est comme ça, et puis on fait avec. Or, il existe tout un tas de processus et de procédures et d'outils qui permettent d'adapter le quotidien pour mieux vivre, pour être plus confortable, plus autonome. Ça passe par des services à domicile, voilà, et puis ça passe aussi par des outils. Or, la durée de vie d'un outil, c'est en gros une dizaine d'années, et la durée moyenne d'usage en France, c'est 3 ans. Donc ça pose un petit souci quand même. Il reste 7 ans où ces matériels dorment dans les greniers. Et l'idée est donc venue de réfléchir à comment on pouvait avoir une entrée non plus par l'achat, mais par la location ou le prêt de ces matériels d'occasion. Et la loi aussi a réfléchi à cette question-là, puisque la loi de finances de la sécurité sociale a introduit le remboursement c'était la loi de finances de 2020, le remboursement des aides techniques à l'autonomie. Alors il y a un rapport qui est sorti il y a un an,
qui a ajourné, qui a fait un état des lieux plus global et qui demande un certain nombre d'ajustements. Donc c'est pas encore complètement en œuvre, les décrets d'application ne sont pas sortis, mais il y a déjà bien des moyens de pouvoir travailler là-dessus, d'où l'idée de mettre en place pour la Creuse une plateforme qui collecte, remet en état quand c'est possible, ou démantèle, et puis remet dans la boucle, dans le circuit, et notamment en direction de tous ces personnes qui n'ont pas les moyens. Voilà. Merci. Effectivement, les enjeux réglementaires, on va tout à l'heure poursuivre aussi sur cet aspect-là avec la culture du chanvre. On voit bien qu'il faut avoir un tissu économique avec des catalyseurs et de la mise en réseau, mais que parfois il y a des plafonds de verre qui peuvent être liés à la loi, à la réglementation, et c'est un sujet dont d'ailleurs peut-être les élus locaux de la région se saisissent. Donc pour poursuivre le tour de table avant de rentrer en interaction, Pierre Jeannot, donc coordinateur du réseau TELA, est-ce que pour commencer tu peux nous expliquer, même si on a déjà cité TELA 2-3 fois, comment fonctionne ce réseau, qui est membre, quelle est surtout la vision portée par TELA? Eh ben, le réseau il est composé de 12 membres adhérents aujourd'hui, il y a 4 nouvelles demandes et je pense qu'on a une vingtaine de projets au total sur le territoire. Chaque lieu est différent, chaque lieu correspond à un besoin de la localité, c'est-à-dire qu'en fait c'est des lieux qui existent parce qu'il y a des communautés de gens qui se sont associés pour le faire exister et qui du coup l'ouvrent comme un bien commun, comme un lieu citoyen en fait à chaque endroit. Le réseau il est existant depuis le début des lieux, c'est-à-dire qu'en fait il y a 6 ans maintenant, en fait, la quincaillerie est arrivée un peu comme tête de proue, navire amiral. Et dans la foulée, en fait, cet exemple-là a permis d'essaimer sur le territoire, pas le modèle de la quincaille, mais bien le modèle tiers-lieu, qui, en fait, consiste uniquement à la base à être contributeur d'un projet commun, et qui du coup en fait a permis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lieux de se créer et qui sont devenus tous administrateurs de la collégiale de TELA. Et en fait TELA c'est le réseau qui in fine existe depuis 2018 et à 7 administrateurs qui décident en collégiale la volonté du réseau, la direction du réseau, la compréhension de qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait. Alors il y a 2 briques de base quand même sur le réseau, parce qu'il ne faut pas déconner, il y a quand même toujours un truc de base, bien solide, c'est la convivialité, le temps d'apéro, bière locale, tout ça, et la solidarité, c'est-à-dire qu'en gros, de mémoire, et Baptiste tu peux me corriger si je dis des conneries, mais il y avait l'histoire de se dire que tous ces lieux-là ne résisteront pas à l'usure du temps et aux ambitions d'ego. Et tout de suite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vraiment démontrer que ça pouvait marcher quand même. Voilà. En prenant l'apéro, du coup, parce que du coup, c'était plus sympa. Alors, il est vrai que maintenant, il y a tellement de sujets à traiter dans le réseau. Non, il y a tellement de sujets contemporains à traiter dans le réseau qu'en fait, on a un peu moins le temps de boire l'apéritif, en effet. On est tout le temps en train de bosser, quoi. Voilà. Mais c'est pas mal aussi, parce que... Mais bon, ça brasse large, quoi. Parce que l'émission du réseau, là, pour revenir dessus, c'est quand même n'avoir aucune ambition à la base, et bien de comprendre en expérimentant. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, et je fais exprès d'être... C'est exprès, si c'est très large, en fait, ce que je raconte, c'est que ça brasse vraiment des sujets dans la localité où le lieu est implanté. L'émission du réseau, ça serait juste de dire, on va commencer à rendre ressources ce qui s'y passe, et notamment, qu'est-ce qui fait commun là-dedans, mis à part les 2 briques que j'ai déjà citées, c'est le fait qu'il y a une nécessité, une urgence de changement de modèle. Et dans ces changements de modèle, qu'ils soient économiques, écologiques, tout ce que, une manière de travailler, la notion d'activité rémunératrice ou non fait partie à chaque fois des lieux. Parce que c'est important aussi le fait qu'il y ait une qui puisse générer de l'économie et faire profiter aux autres du fait que même s'ils n'en ramènent pas, ils peuvent quand même avoir un espace de partage, de lieux de vie, etc. Donc c'est changer les modèles, l'expérimenter et donner de la ressource pour ça. Donc c'est ça un peu les grandes missions du réseau, quoi. Et toi qui as cette vision réseau, est-ce que dans finalement tous les profils des acteurs que vous représentez, est-ce qu'il manque un acteur autour de la table? Est-ce que l'écosystème est complet pour vivre et grandir presque naturellement, un peu comme en permaculture, ou est-ce qu'il manque aujourd'hui une pièce au puzzle? Là, aujourd'hui dans la région plus largement.
Je sais pas, moi, Non, mais je pense que si tu prends le volet initiative citoyenne, le volet politique publique, le volet élu, le volet intermédiaire chargé de mission, tout ce que l'on veut, à un moment donné, c'est la population qui représente les territoires. C'est les gens qui vivent le territoire, qui font territoire. Donc en gros, à un moment donné, c'est à eux de s'emparer et c'est la citoyenneté qui va créer tout ça. C'est pour ça que tout à l'heure je disais juste, mais je ne sais pas si je me répète ou pas, mais le fait de pouvoir participer à l'écriture des politiques publiques, c'est quelque chose de très important. Donc en fait, les tiers-lieux ont une vocation de base à ramener les gens dans une citoyenneté, je dirais, positive, et se remettre au boulot pour son territoire. Et pour soi, en fait. Pour soi, pour les autres, pour son territoire. Ouais. Donc finalement, ce que Baptiste a choisi comme thème fil rouge de la journée, on le retrouve un peu dans ton propos, c'est la mobilisation citoyenne, qui n'est pas facile à décréter, à stimuler. C'est ce qui m'a briefé, en fait, c'est pour ça que je... Ah, bien joué. C'est une belle illustration de la solidarité locale. C'est réseau. C'est l'effet réseau. Merci. On va poursuivre avec Bruno Trulen, président de la Fédération française du bâtiment, mais aussi président de l'entreprise Trulen, donc chef d'entreprise, entrepreneur. Dans ce tour de table, c'est important qu'on puisse effectivement illustrer un acteur économique bien en place, parce que tout à l'heure, on aura un témoignage d'une entreprise toute récente qui s'est créée presque en réaction à la transition. Mais comment une entreprise qui a plus d'ancienneté gère les préoccupations ou les premières secousses de la transition écologique, sociale? Comment vous percevez ça en tant que chef d'entreprise aujourd'hui? On a de toute façon, depuis un moment, on avait la problématique de faire quoi les déchets. C'est vrai que quand on est 2 ou 3 gars, ça va. Quand on a plus de 25 personnes qui travaillent et qui font des chantiers, la problématique arrive rapidement. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas de débouché vraiment, il n'y a jamais eu une filière qui nous a expliqué comment il fallait faire. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que ce qui était plus rémunérateur, c'était on vendait l'acier. Tout ce qui était acier et cuivre, c'est vrai que ça, on triait beaucoup, ça se passait bien. Et puis après, on mettait tout dans la même benne. Mais le fait de mettre tout dans la même benne, on va dire que ça coûte très cher, parce qu'il n'y a que des grands comme Suez ou Veolia ou des gens comme ça qui embarquent ça, et après, en fait, qui mettent ça tout dans le même trou, en fait, parce qu'eux ne trient pas. Donc quand on s'est aperçu de ça, on a dit quand même, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est mis déjà à trier, donc au lieu d'avoir 2 bennes, on a eu 5 bennes. On a essayé de valoriser ça, et puis on a commencé comme ça. Voilà. Et puis ça permet aussi de définir ça dans les appels d'offres, quand on répond à un appel d'offres, de faire voir qu'on s'inquiète de l'écologie quand même et qu'on a une démarche écologique. Et puis également, on a ce qu'on appelle, alors c'est une problématique pour moi, c'est tout ce qui reste, qui peut se vendre, mais qu'on ne peut pas, en fait, qu'on peut pas vendre parce que c'est des petits éclats, c'est un radiateur qui a un petit éclat à un endroit, mais il peut quand même resservir. Donc tout ça on le stocke en disant on arrivera à le vendre d'occasion, mais on ne le vend jamais en fait. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et la fabrique à initiative, justement, pour aller chercher les autres parties prenantes nécessaires pour aller vers l'économie circulaire, c'est parti de la fabrique à initiative, c'est parti de l'entreprise. Comment vous avez commencé à collaborer? C'est parti, moi je suis président de fédération de bâtiment, je l'ai dit, et les collègues depuis 25 ans, même plus, hein. On n'a pas de filière en fait. Moi l'avantage que j'ai, c'est que je suis à Guéret, donc c'est pas très loin, je n'ai pas beaucoup de transport. Celui qui habite à Ausence, pour venir à Guéret, c'est compliqué. Donc j'avais à cœur, quand j'ai pris mon mandat de président, de trouver une solution. Et j'avais essayé de réunir, j'ai fait ça pendant 3 ans, réunir les collectivités en leur parlant de mes problématiques. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose, à créer une filière? On m'a dit oui, si vous voulez, mais faites-nous voir comment vous voulez faire. Donc mon idée à moi, c'était de faire une plateforme, on va dire, principale, et puis de faire tout autour des plateformes satellites. La problématique, c'est que, de façon à ce qu'on puisse mêler la Creuse, et que chaque entreprise n'ait que 20 ou 30 minutes de son chantier, puisse vider tranquillement, et que ça ne lui coûte pas très cher.
Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que tout ce qui se fait au poids, et pas dans des heures qui correspondent aux entreprises, en fait. C'est ça, on ne peut pas vider, les entreprises ne peuvent pas vider le matin de bonne heure ou le soir tard, parce que c'est fermé, forcément. Dans les petites déchetteries qui existent, ça ne fonctionne pas. Et ils ne peuvent pas en plus vider la quantité qu'ils veulent. Il y a combien d'adhérents dans la fédération? On est 200 entreprises. Et à l'échelle des 200, si vous partagez avec nous le pouls, la température des enjeux de transition au sein de la filière, ces 200 adhérents, est-ce que ça devient un sujet permanent, récurrent, voire même majeur de préoccupation? J'imagine que la maturité n'est pas forcément la même non plus d'un acteur à un autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça devient de toute façon, l'entreprise, même l'artisan, a une obligation d'avoir une traçabilité des déchets depuis juillet 2021. Donc il est obligé de dire, voilà, si j'ai fait une démolition quelque part, si j'ai démonté une fenêtre, il est obligé d'expliquer où c'est qu'il l'a, comment la traçabilité, qu'est-ce qu'elle va devenir cette fenêtre. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on construise quelque chose. Et tout le monde est à l'affût, à l'attente de ça, parce que c'est une préoccupation. Ouais, donc la réglementation, c'est soit le plafond de verre, soit au contraire l'élément déclencheur. Oui, puis en plus, ça peut être aussi... ça va devenir amendable, quoi, parce que tout le monde s'est débrouillé comme il pouvait. Hein. Comme on disait, il y avait un trou, on mettait ça dedans et puis c'était fait, quoi. Sauf que là, quand il va y avoir des rondes, hein, je pense que ça va être ça. Les eaux et forêts vont passer un peu partout. Et quand ils vont voir les déchets un peu partout, ça ne va pas le faire, quoi. Et l'amende est assez chère. Donc ça va être initiateur, je pense, de faire quelque chose. Merci. On poursuit avec vous, Joanie Chatou. Vous êtes cofondateur de la ferme Bio Pigerolles, qui est une ferme qui depuis longtemps expérimente un certain nombre de modèles et d'inclusion avec une ouverture en recevant du public, en partageant aussi l'expérience. Il y a d'ailleurs une dimension d'économie circulaire à la ferme. Est-ce que vous pouvez me dire comment est gérée la circularité à la ferme? Oui, donc moi ça fait plus de 20 ans que je suis installé agriculteur, en bio depuis presque 15 ans, et toujours avec un souci au niveau environnemental d'essayer de se poser les bonnes questions. Donc quand le réseau Natura 2000 est arrivé, on s'est tout de suite positionné sur le réseau Natura 2000, donc on a la quasi-totalité des terrains qui sont en gestion Natura 2000 sur la ferme. Après, on s'est posé aussi la question des circuits courts. Donc mes parents, historiquement, sur la ferme, avaient une ferme auberge et une chambre d'hôtes. Quand je me suis installé, on a monté un atelier de transformation pour transformer la quasi-totalité de la production sur place, et on vendait 80% de notre production dans un rayon à peu près 30 km, en sachant qu'on est sur le plateau de Millevaches, 5 habitants au kilomètre carré. Donc il y a très peu d'habitants, et donc c'est assez compliqué, il faut se déplacer pour vendre. Et puis toujours dans cette logique, on a réfléchi à comment gérer aussi les déchets, comment faire de l'énergie aussi avec les déchets. Donc en 2013, on s'est posé la question de monter une méthanisation à la ferme. Et donc pour gérer tout ce qui était déchets, les fumiers ou déchets végétaux qui ne pouvaient pas être utilisés. Et sur ce méthaniseur, on a monté un réseau de chaleur. Donc, on réutilise la chaleur du moteur de cogénération qui produit l'électricité avec le fumier des vaches. Donc, et le fumier des vaches, une fois qu'il a produit l'électricité, repart à la terre pour faire pousser les cultures. Ou l'herbe qui va nourrir les vaches, enfin bref, dans un circuit fermé. Et sur ce réseau de chaleur, donc on chauffe des serres, on chauffe des bâtiments, et on a un séchoir multifonction où on peut sécher de la plaquette forestière, on peut sécher du bois, on peut sécher du foin, des céréales, on peut sécher du chanvre. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est posé la question d'une possible filière creusoise alors d'abord de cannabis thérapeutique porté par Eric Correa, et dans le cadre du plan particulier pour la Creuse, et du chanvre bien-être, CBD. Le fait qu'on ait des outils qui nous permettaient potentiellement de pouvoir traiter dans de bonnes conditions la plante, donc du coup ça nous a permis de se lancer dans cette production-là.
Et justement, c'est parfait la transition avec le champ, parce que quand on a préparé la table ronde, j'ai découvert l'amplitude du sujet, qui est souvent méconnu du grand public, parce que le dossier est large et complexe, et puis il y a toute une histoire aussi derrière cette filière. L'exercice n'est pas forcément évident de synthétiser autant de sujets comme ça en 2-3 minutes, mais pour tous celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas une bonne maîtrise de ce sujet, au-delà de tout ce qu'on peut entendre dans l'actualité autour de la question de la culture du chanvre, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents usages de cette plante, son intérêt également dans la transition sur le plan économique, mais aussi sur le plan naturel? Le chanvre était une culture qui était présente partout dans le monde, énormément cultivée en France et en Creuse, qui était dans les 4 premiers départements de production de chanvre il y a 100-150 ans. Et ce qui faisait la force de cette plante, c'est ce qui a fait la faire disparaître, même quasiment disparue en termes de surface, c'est qu'en fait c'est une plante multifonction, la plante de l'autonomie. C'est une plante avec laquelle on peut faire des vêtements, on peut faire de la biomasse d'isolation, on peut faire de l'alimentaire, donc avec les graines, de l'huile. Maintenant, on peut faire du plastique de chanvre, on peut faire de l'essence de chanvre, on peut faire du papier. Donc ça, c'est les usages, on va dire, traditionnels. À côté de ça, il y a aussi les usages médicaux, donc avec tout ce qui est cannabinoïdes, terpènes, des usages aussi cosmétiques ou même parfumerie. Enfin voilà, il y a tout un tas d'usages. Cette plante qui était présente partout, sous l'impulsion des lobbies pétrochimiques dans les années 30 aux États-Unis, puisqu'avec le chanvre on fait tout ce qu'on peut faire avec le pétrole. Sous l'impulsion des lobbies pétrochimiques, les Américains ont interdit la culture de chanvre aux États-Unis du jour au lendemain. Et quand ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale et qu'ils sont arrivés avec le plan Marshall, ils ont imposé cette interdiction au reste du monde et notamment de l'Europe, à part quelques pays qui ont résisté, la Corée du Nord, la Chine, quelques pays de l'Est et la France, en se battant sur des génétiques où il a fallu trouver des génétiques qui étaient sans THC, donc le THC, la molécule psychotrope. Donc c'est pour ça qu'en France, malgré tout, il est resté une petite culture de chanvre, donc plutôt orientée sur l'isolation, la fibre et un tout petit peu l'alimentaire, et qui redémarre quand même assez bien. Il y a en Limousin, notamment en Creuse, il y a une association qui s'appelle l'Osanabao, qui regroupe une dizaine de chanvriers qui sont plutôt orientés sur la fibre et sur la partie alimentaire. Et puis là, depuis 3-4 ans, on s'intéresse à la production de cannabinoïdes, qui est un peu plus rémunératrice et avec une forte valeur ajoutée sur la production de la fleur, avec la difficulté de la réglementation française et des positions idéologiques de certaines personnes au gouvernement qui ne veulent pas en entendre parler, alors que l'Europe considère la fleur de chanvre comme une matière agricole et non comme un stupéfiant, que la France est déjà le premier pays consommateur de cannabinoïdes, et que malheureusement les agriculteurs français ne peuvent pas produire ce qui est vendu en France, puisque entre-temps la France a été condamnée par l'Union européenne. Donc la France a interdiction d'interdire sur son territoire la vente d'un produit qui est autorisé dans un autre pays européen. Donc du coup 99% de ce qui est vendu sous forme de CBD en France vient de l'étranger, parce qu'on ne peut pas l'interdire, mais on nous interdit, nous, toujours agriculteurs, à produire, vendre et transformer ce qui est autorisé à la vente. Donc on marche un peu sur la tête, quoi. Et vous m'expliquiez que l'enjeu aujourd'hui, c'était donc de recréer une filière qui a disparu, mais de savoir qui va finalement tirer parti de cette filière en devenir. L'enjeu, voilà, donc au niveau des décideurs se croisent deux types de personnes, donc les idéologues qui ne veulent pas entendre parler de la fleur et les agro-industriels qui veulent bien utiliser la molécule. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est une alliance des deux. Donc d'un côté, on va interdire la fleur et le chanvre naturel riche en cannabinoïdes. Par contre, on va autoriser la molécule de CBD. Voilà, donc on va se retrouver avec des molécules de CBD partout, marketisées, dans des yaourts, des boissons ou autres. Et par contre, les agriculteurs n'auront pas le droit de faire une simple infusion comme ça, avec une fleur de chanvre broyée, mélangée avec d'autres plantes aromatiques et médicinales. Ça sera interdit, quoi.
Donc circuler, il n'y a rien à voir. Alors que la problématique du chanvre industriel textile et construction, c'est que c'est très difficilement rentabilisé. Il faut des machines qui coûtent très cher pour monter des filières et des filiales qui puissent retrouver le développement qu'elles avaient il y a 150 ans. Et la fleur, justement, pourrait être un atout et pourrait servir à financer les outils industriels pour le champ industriel. Donc ça, c'est les propositions qu'on a faites. Malheureusement, elles n'ont pas été entendues. Mais on ne désespère pas. Alors, on se bat. Hein. On a fait des recours au Conseil d'État. On a posé des questions prioritaires de constitutionnalité. On essaie de faire en sorte d'avoir une filière agricole de qualité en France, malgré des positionnements politiques, quoi. Très bien, merci d'avoir réussi à faire la synthèse d'un dossier compliqué en si peu de temps. On va poursuivre avec Philippe Daly, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, à l'échelle de la CCI, vous pouvez nous dresser un peu le panorama, parce que vous êtes en lien avec un nombre très important d'entreprises, de ce que vous percevez sur la temporalité, la vitesse à laquelle les entreprises vivent la transition, s'en saisissent, dans le bon sens du terme, comme une opportunité? Alors, avant de répondre, si vous le permettez, je voudrais rebondir, parce qu'il y a eu des interventions de chacun. Oui. Rappeler effectivement l'appui de la Chambre de commerce et des consulaires donc au tiers-lieu dans la quincaillerie, puisqu'il s'agit d'une infrastructure de territoire qui répond à plusieurs enjeux. D'une part, un enjeu sociétal, effectivement, au service de la population et de l'ensemble des acteurs économiques. Un enjeu social, effectivement, pour permettre l'inclusion numérique ou autre. Surtout un enjeu territorial. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a, pour notre part, un sujet qui peut participer, alors pour rejoindre ce que vous disiez, monsieur, peut-être pousser à son maximum à une logique de démocratie participative. Donc il y a des sujets sur lesquels moi-même j'ai été interpellé, sur des projets de tiers-lieu village, où la question que vous soulignez va être prise à bras-le-corps par des politiques en disant ok, quel est l'aboutissement de ce sujet pour aller au-delà effectivement du volet économique. Et pour répondre à Baptiste, dans les orientations voulues par l'État, parce que notre rôle c'est d'être l'interface entre les sociopros et les politiques publiques de développement économique, il y a dans le cadre du plan de relance, il y a 3 volets importants: la transition écologique, la question de la compétitivité et la question de la cohésion territoriale. Et sur cette partie cohésion, on nous encourage à travailler davantage effectivement avec les tiers-lieux. Donc sur cette question-là, par rapport à tout ce qui a été dit, ce qui est important, c'est la logique bottom-up, c'est comment je pars des expériences, des démarches et des approches développées dans les territoires pour pouvoir peut-être modéliser et remonter, alors c'est vrai, hein, vers les corps intermédiaires et vers l'État. Et dans le même temps, une volonté de l'État de dire ok, il y a une logique top-down en disant comment sur ces sujets-là accompagner la transformation, qu'elle soit économique, managériale et écologique de l'ensemble du monde économique. Donc c'est pas binaire, c'est pas mécanique, c'est plutôt systémique, en disant comment je croise une logique qui va de l'État vers les territoires et des territoires vers l'État. Et donc c'est toute notre difficulté. Et donc juste avant de répondre à votre question, deuxième sujet, quelle que soit la forme d'économie, pour ma part, et c'est le dialogue que l'on a avec les élus qui sont des chefs d'entreprise, il n'y a pas une seule forme d'économie. Quand on parle d'économie traditionnelle, j'entends, mais je souhaite nuancer. On a au sein de nos instances des gens qui font partie de l'ESS aussi. Aujourd'hui, l'ESS, vous savez mieux que moi, on peut trouver des mutuelles, des banques. Voilà. Et aujourd'hui, le modèle développé par les ESS, parfois, en termes de performance, est des fois beaucoup plus résilient et beaucoup plus efficace que des modèles réputés traditionnels. Donc à partir de là, la question, et ça a été renforcé par la force du Covid, toutes les structures, quelle que soit la nature de la structure, engagées dans des logiques de transformation managériale, de forme d'intelligence collective, ont pu résister et ont pu rebondir. Donc la question de la transformation, elle s'impose quelque part au monde économique,
Et de fait, elle enjoint aussi à répondre à ces enjeux sociétaux et environnementaux. Pour quelle raison? Et après, je réponds, je suis désolé. C'est que le fait de ne pas répondre à ces enjeux-là est de nature à dévaloriser l'entreprise et à avoir un impact négatif sur son image et sur sa production de valeur. Donc ces éléments-là sont des éléments effectivement qui produisent de la valeur. D'une part parce qu'on a des consommateurs qui eux-mêmes sont attachés à ça, on a des financeurs qui le sont également. Donc il y a tout l'écosystème politique, financier, économique qui effectivement est sur ce regard-là. Et avant de répondre, j'en suis désolé, tout ce qui a été évoqué ici participe d'une forme d'attractivité que j'appelle endogène. C'est comment, sur un modèle creusois, où il n'y a pas de massification, et à chaque fois je galère quand je suis au national, en régional, pour défendre nos structures, pour défendre le territoire, on n'a pas de massification. Donc on est obligé de se différencier par l'expérimentation, par des logiques effectivement d'innovation organisationnelle, sociale, etc. Donc tous les exemples qui ont été cités contribuent à ce que je vous dis là. Par contre, je suis dans une institution qui effectivement essaye d'accompagner le plus grand nombre. Et ce qui est intéressant sur la question du chanvre, sur laquelle moi je n'ai pas de position, mais ce que je trouve très intéressant, c'est comment on constitue une filière. Et la question des filières, au-delà de ce que vous venez d'expliquer, monsieur, c'est toute la difficulté de la structurer quand vous n'avez pas de massification. Et derrière, ce qui m'apparaît plus largement, c'est à la genèse d'un projet, vous mettez en exergue toutes les difficultés que l'on trouve sur toutes les filières du territoire, la question de la deuxième, troisième transformation, ce qui produit vraiment de la valeur ajoutée. Et parce que chaque investisseur investit sur des ressources, sur un capital que peut être la compétence, que peut être de la ressource naturelle, que pourrait être le chanvre, mais produire du chanvre qui soit valorisé à l'extérieur, quel intérêt? Il n'y en a aucun. Et donc, toute la valeur ajoutée, c'est la transformation. Et là, il y a tout un travail à opérer. Et donc, pour répondre à votre question, sur la question de la transformation écologique, mais qui passe par une transformation culturelle, on en a parlé tout à l'heure, la durée, la profondeur de la transformation, effectivement, diffère selon les secteurs d'activité, selon la personnalité du dirigeant. Donc, je n'ai pas de réponse standard à votre question. Si c'était que, comme j'ai dit, toutes celles qui ont résisté, c'est celles qui étaient déjà engagées. Donc il y a deux approches, et celles qui sont sur des approches qui sont proactives. On a des exemples ici en disant ok, on peut avoir une approche sur le business model en disant ok, comment je travaille la gestion de mes effluents, comment je travaille la gestion de mes intrants, comment de façon collaborative je peux peut-être travailler sur une logique d'économie circulaire. Donc ça, on accompagne ces sujets-là et on a un gros travail de sensibilisation voulu par l'État avec des objectifs précis. Par contre, notre difficulté, c'est, une fois qu'on va sensibiliser, c'est le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, il renvoie à la raison d'être de l'entreprise, l'engagement du dirigeant, les valeurs qu'il partage, et derrière, c'est conditionné quand même à une logique de compétences et d'allocation de moyens financiers, j'en suis désolé, et une logique aussi de recherche, et développement, si on peut dire. Donc, on a sensibilisé sur la transition numérique, sur la transition écologique, et pour parler plus précisément, par exemple, sur la question de l'économie circulaire ou de l'écologie industrielle. Le fait que l'on soit sur un territoire, c'est pour ça que c'est intéressant la fabrique, c'est une véritable concrétisation, mais le déployer à une échelle plus grande, c'est un peu plus parfois compliqué de par la densité de population et la répartition géographique. Et sur les bouclages de flux, parce qu'on a travaillé là-dessus, c'est ce qui peut achoper. Et sur la question, donc l'industrie aujourd'hui est plus avancée sur la question de la transformation que d'autres secteurs d'activité, que le commerce par exemple, où l'État nous dit allons sur la transformation écologique des commerces. À la sortie du Covid, mais à la sortie du Covid, il y a d'autres réalités qui s'imposent à eux, des logiques qui sont liées à une logique plutôt commerciale, relation effectivement aux consommateurs, alors que dans l'industrie, de par l'industrie future, les orientations poussées par le conseil régional également,
sur l'industrie 4.0, on commence à avancer sur ces sujets-là, en croisant le numérique, la cobotique, la robotique, mais pas que, la décarbonation et toutes ces thématiques-là. Donc on a sur le territoire un secteur industrie. Après, vous avez des gens comme Evolis qui sont bien avancés là-dessus. Donc sur l'action proactive, pas de souci. Et sur la réaction, on en parlait tout à l'heure avec M. Truyen, le fait qu'il y ait des contraintes réglementaires oblige à innover, oblige à se différencier. C'est facile dans les mots, c'est très difficile dans la mise en œuvre. C'est la raison pour laquelle la temporalité, selon les secteurs d'activité, n'est pas la même. Sur l'industrie, quand vous avez des fonctions spécialisées, R&D, compétences, des gens qui sont en capacité d'aller monter des projets financiers à l'Europe, à la région, et de nature être davantage accompagnés et mettre en œuvre, j'allais dire, le projet de transformation. Mais les cas concrets, je ne vais pas être trop long, sur la question de la transformation managériale. C'est un sujet, on dit en ce moment, il y a des grosses problématiques de recrutement, quels que soient les secteurs d'activité. Là, il y a plusieurs volets. On a des générations nouvelles, il y a effectivement aussi peut-être parfois, j'en suis désolé, des positions datées que l'on a dans nos organisations. Et la question, on l'a vécu, je peux citer une boîte qui s'appelle Cosilva, qui est sur le territoire depuis très longtemps, qui avait des problématiques de recrutement, cherchait 10 collaborateurs. Et il a fallu changer le prisme en disant le collectif, les ambassadeurs aujourd'hui de la boîte, ce sont les salariés. Donc la façon de promouvoir, de vendre l'entreprise, qui n'est pas normal pour un chef d'entreprise, de dire je dois me vendre pour pouvoir recruter, ce qui est atypique. Mais le sujet, il est là aujourd'hui. Quel est le projet que je vous propose ? Comment collectivement peut-on avancer ? Donc là, on a fait tout un travail, mais notre part, elle s'arrête en disant ok, on a identifié ça, la question de la transformation et donc de la transformation culturelle, elle a commencé, et après on donne le relais à des gens qui sont experts. C'est pas notre métier. Donc ça, on sait mettre en relation, et je pense, on l'a vu au travers de tous les acteurs qui sont là, on peut davantage effectivement renforcer ce niveau de connaissance pour mieux se reconnaître et travailler de concert. Voilà. Merci. On va poursuivre avec le témoignage de Nicolas Michaud, mais peut-être que Baptiste souhaitera rebondir sur la main tendue pour amplifier encore plus les liens. Nicolas Michaud, donc gérant d'une société, Mr. Sioux, c'est bien comme ça qu'on prononce. C'est ça, oui. Et vous étiez traiteur dans la restauration, et J'étais employé, en traiteur. Employé. Ouais, en restaurant. Et la crise sanitaire est arrivée. Ça a été un peu le déclic. Oui, complètement, oui. Donc en fait, tout début de la crise sanitaire, avec ma femme, on s'est lancé comme ça. On a commencé par faire nos masques, tout simplement, et puis après on a continué avec nos lingettes, nos essuie-tout, parce qu'il y avait une perte de salaire au niveau de l'emploi, donc du coup on a compensé en gagnant de l'argent d'un autre côté. Et après on s'est dit, pourquoi pas ouvrir l'entreprise. Donc aujourd'hui je suis tout seul dans l'entreprise, après elles m'aident quand même un peu. Et là on commence à avoir pas mal de demandes. Et quelle est la spécificité, parce qu'il y a toute une dimension d'engagement sur l'empreinte de l'entreprise. Comment vous l'avez mis en œuvre dans votre métier ? Alors, nous, en fait, on a commencé à mettre tout ça en œuvre. On a commencé à acheter petit à petit du matériel. Et ensuite, on a vendu un peu, donc tout simplement. Et derrière, là, on réinvestit, pareil, dans du matériel plus performant pour derrière pouvoir baisser nos prix et que les gens, en fait, puissent consommer à moins cher sans acheter, en fait, et jeter derrière. Donc, il y a le modèle circulaire. C'est ça. Et puis, circuit court sur le choix des fournisseurs, des matières premières donc, également. On achète, plus de 80% de nos produits sont achetés en Creuse, même à Guéret. Et donc tout ça s'est fait finalement presque de manière spontanée en réaction à une situation. Par rapport à tous les réseaux et tous les catalyseurs qui sont présents ici, est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez en lien avec ces écosystèmes ? Pas encore. Pas du tout. Pour le moment, non.
Non, pas du tout, avec aucun là pour le moment. Donc démarrage from scratch, et l'équilibre, il est aujourd'hui atteint? Alors l'équilibre, on est à ce qu'on voulait aujourd'hui. Après, on veut quand même plus, en fait. Donc là, par exemple, pour inciter les gens à se mettre dans le zéro déchet, donc ce qu'on a fait, c'est on a pris une machine en fait qui permet de personnaliser son tissu. Donc nous, en fait, on part d'un tissu blanc qui est acheté en Creuse, et les gens nous envoient un motif ou un texte et on l'imprime dessus directement grâce à cette machine. Donc du coup, on pense quand même que les gens vont plus se mettre dans le zéro déchet parce qu'ils auront vraiment quelque chose qui leur conviendra, quoi. Ils n'ont pas de produits imposés comme tous les tissus classiques qu'on voit ou quoi que ce soit. Donc le but, c'est de mettre un maximum de personnes dans le zéro déchet pour que derrière, il n'y ait plus trop de produits jetés. Voilà. Et dans le but de grandir et d'amplifier cette dynamique, est-ce que la quincaillerie, la fabrique à initiative ou d'autres dispositifs qui ont été présentés à l'instant peuvent être finalement des partenaires dès demain? Ah bah je pense, oui. Oui. Après, il faudrait qu'on en parle ensemble, mais oui, normalement, ça peut. Justement, on va pouvoir continuer la discussion, donc ça peut être pourquoi pas un des sujets fil rouge. Est-ce que, avant de vous redonner à nouveau la parole, parce que Philippe, vous avez pu réagir à quelques propos, mais il y a peut-être d'autres réactions autour de table, est-ce que vous avez des questions dans la salle ou des réactions, des témoignages? Après, juste si je peux faire dire une dernière chose. Oui, bien sûr. Là, on est en projet en ce moment. Donc là, on est en train de finaliser avant de le proposer. En fait, c'est voir avec les écoles et les EHPAD aussi pour fournir donc tout ce qui est serviettes, linge, surtout les serviettes, en fait, pour éviter de jeter, d'utiliser des serviettes en papier ou quoi que ce soit. Donc là, on est en train d'étudier tout ça de notre côté. Et aussi de mettre en place, ça c'est plus pour les parents, parce qu'on ne fait pas que du zéro déchet aussi, on fait de l'univers du bébé. Donc au niveau des couches lavables, faire en fait un système de leasing pour pouvoir commencer à se mettre aux couches lavables. Donc un paiement mensuel, et puis en fait c'est comme le système de voiture. Donc, voilà. Économie de la fonctionnalité. C'est ça, on est vraiment dans le sujet. Après, c'est de la consommation actuelle. De toute façon, aujourd'hui, nous, regardez les voitures, les 3/4, c'est du leasing. Maintenant, les gens achètent au leasing et ça inciterait les gens à se mettre aux couches lavables. Donc après, il y en a beaucoup qui sont qui ont beaucoup d'appréhension là-dessus, mais en fait, il ne faut pas, quoi. Baptiste, est-ce que tu veux réagir à un des témoignages qu'il y a eu dans tout le tour de table aux couches lavables? Tu es expert, je crois, en couches lavables. C'est fini pour moi, ils sont grands maintenant, il n'y a plus de couches. Mais réagir, non. Comme je disais en préambule, moi je suis heureux d'avoir pu mettre tous ces gens-là autour de la table pour qu'on puisse échanger, discuter. J'ai bien pris en note les propos de Philippe. De toute façon, on s'était rencontrés en se disant il faut qu'on se voit à la rentrée. Donc voilà. On va prendre date pour voir comment on peut travailler ensemble. Au niveau du réseau TELA aussi, Pierre en a beaucoup dit. Il y a aussi des projets de clubs d'entrepreneurs qui naissent dans les lieux. Il y a un projet qui est sur les rails au niveau de Jarnage à l'Alzire, voilà, le projet KIF, où l'idée c'est de faire venir des intervenants qui viendraient apporter de l'expérience ou ouvrir un peu les perspectives pour des entrepreneurs locaux, un peu à la TEDx mais locale, quoi. Et de créer une vraie communauté d'indépendants, de travailleurs dans les lieux. Il y a la CAE L'Élan aussi qui vient de se lancer. Donc voilà, Véro on n'a pas parlé, mais il y a une vraie coopérative d'activité et d'emploi qui va s'appuyer aussi sur les lieux du réseau TELA. Donc voilà, il y a plein de choses qui émergent et qui vont favoriser, j'espère, l'entrepreneuriat autrement. Oui, on peut faire tourner le micro, très bien. Et dans la salle, n'hésitez pas, si vous voulez réagir, à faire signe. Il y a ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de l'activité, mais il y a aussi la forme juridique de l'activité. Et tous ces projets-là, alors en fonction de la nature qu'ils ont, la question de la coopérative et de la coopération
sont vraiment quelque chose qui se construit. Enfin, il y a tout un tas de SIC qui sont en projet autour de ces initiatives qui, alors on est au moment des associations de préfiguration, l'activité se crée et après elle se met en forme juridiquement, mais c'est intéressant parce qu'en fait ce type de coopération, elle implique les acteurs du territoire qui existent, alors les acteurs institutionnels, les services publics, et donc ça interroge à la fois les élus et les administrations sur leur forme et leur implication dans le territoire, et puis les entreprises privées, et le citoyen, comment il devient acteur d'une modalité d'entreprendre. Donc il y a le citoyen démocrate, celui qu'on a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, mais il y a aussi le citoyen entrepreneur. Et je trouve que ça, c'est une dimension nouvelle qui est extrêmement intéressante. Et je n'ai pas assez de connaissances pour savoir si c'est comme ça ailleurs, mais en tout cas, ça, c'est un vrai fondement historique chez nous. C'est important. Enfin, moi, j'habite à la Vavée-les-Mines. On est dans une cité minière, ex-cité minière en plein cœur du département, où cette confrontation entre un modèle de construction très paternaliste de la société minière et puis autour des initiatives associatives à l'époque, de la solidarité, se construisait d'une manière particulière. Alors c'était à cet endroit-là. Ailleurs, il y avait celle qui était construite autour des maçons de la Creuse. Aujourd'hui, on a des nouvelles formes de ces solidarités locales qui se construisent. Mais c'est une interprétation personnelle peut-être, mais c'est pas pour rien que ça se passe aussi là, quoi. C'est que ça vient de loin. Merci. Ça se nourrit des nouveaux. Merci. Juste, merci d'abord pour tous les témoignages et bravo pour cette initiative. Il en faut beaucoup de courage aussi à un moment donné pour y aller. On a des témoignages complètement différents. On a à la fois des gens qui s'adaptent aussi à un changement, qui le sentent, qui l'anticipent et qui s'adaptent. Et puis on a des gens qui effectivement, comme Bruno dit, les entreprises, on n'a plus d'autres solutions maintenant, donc on y va. Et on a l'impression d'action aussi sous la contrainte. Et ce qui serait bien, c'est que finalement, à un moment donné, tous, on agit dès le début et on pense à effectivement ce qu'on fait dans le cadre d'une transition de la planète. On voit encore une fois le rapport de GIEC, ce qui va se passer. Donc maintenant, on doit anticiper tout dès le début. Donc ça c'est important. Alors moi j'aurais une autre question parce que effectivement à un moment donné, et Bruno, je salue Bruno aussi parce que c'est quelques années de travail déjà pour arriver à convaincre ses collègues qui parfois peuvent être concurrents aussi, mais comment à un moment donné on est concurrents mais finalement on trouve des solutions ensemble pour aller effectivement recycler nos matériaux. Donc c'est pas facile et donc c'est beaucoup de travail et quand on est président d'une fédération comme ça on prend aussi des coups et donc c'est aussi du courage là d'avancer, mais ils avancent et c'est tant mieux. Et je dirais même, quand est-ce qu'on va plus loin? Il y a maintenant effectivement dans le bâtiment ce qu'on appelle le cradle to cradle, donc où on peut numéroter tous les matériaux, etc., qui resservent après dans d'autres constructions et tout ça. Et ça serait bien que la Creuse soit un territoire d'innovation par rapport à ça. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper tout ça? Parce que c'est tellement mieux quand finalement, à un moment donné, plutôt que de subir, eh bien, on anticipe tous ces changements-là et on innove. Parce que la Creuse, elle est condamnée quelque part à innover et à se renouveler et d'être en avance. On le voit sur le courage de Joigny. Franchement, aujourd'hui, j'ai lancé cette idée dans le parc particulier de la Creuse. Il a dit banco, on y va. Alors, je te rassure, Philippe, effectivement, il est bien placé pour savoir que là où il y a la plus-value, c'est quand on a la transformation. C'est pour ça qu'on c'est tout faire à la ferme. Et ça, c'est important de garder cette plus-value-là. Le monde agricole, c'est tellement qu'on lui a piqué la transformation depuis des années et que nos agriculteurs sont en souffrance. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, je rêve d'une Creuse laboratoire, quelque part où on expérimente, on y va et finalement on préfigure
de ce que devraient être tous les territoires demain. Voilà, donc je pose des questions. Bruno, quand est-ce que tu lances très vite la réflexion tout le cradle, effectivement, et que la Creuse devient un territoire d'innovation? Alors quand je dis Bruno, c'est effectivement pas tout seul, c'est comment des collectivités ou d'autres peuvent l'aider à faire émerger ça, parce que la Creuse a tout à gagner. Il y a eu un article dans la presse il y a 3 jours, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, qui dit et si la Creuse finalement était le territoire où tout maintenant se passe, un territoire d'avenir. Mais ça fait tellement de temps que nous on le dit, bon, on n'est pas nombreux à le dire. Et donc maintenant, quand même des journalistes commencent à l'écrire, waouh, on a fait un pas immense. Bon, mais le recul est toujours possible, donc il faut faire gaffe. Donc voilà, comment on prépare cette Creuse-là qui innove, et puis aussi qui peut se planter. Hein. Moi je revendique encore une fois une droit à l'échec, on essaye, on voit, etc. Mais parce qu'on se relève toujours de ces échecs, et c'est toujours formateur un échec. Donc voilà, Bruno, on est prêt, si tu veux aller sur ce truc-là. J'ai vu en Bourgogne un bâtiment magnifique construit comme ça, avec des architectes, et l'architecte qui a construit le bâtiment en Bourgogne est passé par l'école des arts appliqués de la Souterraine. Donc il y a tout un parcours aussi parfois qui font qu'à un moment donné, on retrouve des gens à des endroits clés parce qu'ils ont trouvé aussi, chez nous en Creuse, eh bien, la possibilité à un moment donné de se remettre les ménages, d'anticiper, de se projeter, de dire voilà, c'est là l'avenir. Voilà. Et je crois beaucoup, on a la tradition des bâtiments de la Creuse, des constructeurs, des bâtisseurs, effectivement, et je pense qu'il y a une carte à jouer formidable pour dire la construction de demain, c'est chez nous qu'on l'invente. On a un lycée plus que centenaire. Voilà, j'arrête. Merci. Alors, on y réfléchit, hein, c'est sûr que... Oui. Après, on a aussi des contraintes, on va dire, techniques, mais quand même, on peut réfléchir. Donc, nous, on a pris un peu l'initiative, on va dire, on va voir si ça fonctionne. On va investir sur vendre du béton, on va dire, venant des produits recyclés. Et on va essayer de vendre ça avec la carte bleue 24h/24. Voilà, avec des produits issus du recyclage. Donc déjà, tout ça va être repassé, recyclé immédiatement. Voilà. Donc on va essayer de faire ça. Alors c'est pas pour faire de belles poutres en béton, hein, c'est pour faire du scellement dans le sol. Voilà, c'est ce que ça va concerner, juste ça. Après, remettre des produits inertes dans les tranchées, dans les fonds de tranchées, après c'est possible. Il faut justement aussi que les maîtres d'ouvrage nous aident un peu là-dessus et qu'ils l'autorisent dans les CCTP pour qu'on puisse aussi qu'on soit autorisé à faire ça. Et ça c'est pas encore marqué. Enfin voilà, on n'a pas ça. Donc ça serait aussi une initiative. La Fédé régionale commence à y travailler déjà par rapport à ça. Voilà, et après, tout ce qui est isolation, il y a déjà des produits qui sont recyclés. Hein. Donc c'est vrai on pourrait aussi, je pense, innover avec l'usine à Genouillat, Eurocaustique, qui pourrait aussi nous recycler la laine de verre. Parce qu'on a une filière, là, on a beaucoup de stock, ça c'est sûr. Donc on est en train de voir avec eux. On a eu un rendez-vous, je sais pas, Véronique a eu un rendez-vous aussi, je crois. Donc voilà. Bon, c'est des pistes, hein, mais voilà. C'est important. Ah bah justement, Véronique. Alors juste sur ce sujet-là, il y a aussi juste pour finir sur ce sujet, aujourd'hui, quand on bénéficie par exemple d'une DETR, c'est-à-dire un financement public en termes de collectivité, on ne peut pas utiliser de matériaux d'occasion et de matériaux recyclés. Donc il faut quand même aussi à un moment qu'on arrive nous à faire tous bouger les lignes, certes, juste pour dire dans les règlements, voilà, mais c'est un truc, c'est un comble, parce que les financements publics nous financent, essayent de nous financer un bout pour qu'on améliore le recyclage, mais eux-mêmes, dans leur chantier public, quand ils financent quelque chose, ils ne veulent pas qu'on en mette. Juste une des aberrations actuelles que l'on vit au quotidien, c'est assez intense. Voilà. Pour sortir de ce sujet-là, moi ce que je voulais dire aussi, c'est que l'expérience que j'ai eue avec Revatec ou avec EC-Cube sur les déchets du bâtiment m'a aussi interpellée sur quelque chose qui se passe à la fabrique. C'est que comme on est des gens très différents qui travaillons ici, il y a des sémantiques différentes qui se mélangent. Et en fait, quand vous mettez autour de la table des patrons d'entreprises de menuiserie et des recycleries pour travailler sur une filière de démantèlement, c'est risible. Il faudrait nous filmer. On n'utilise pas les mêmes mots pour dire les mêmes choses. Ce qui donne l'impression qu'on ne parle pas de la même chose, alors qu'en fait, c'est des univers
pas si éloigné que ça. Et en fait, tant qu'on n'arrivera pas à mettre plus souvent autour de la table tout le monde, pour qu'on se rende compte à quel point finalement c'est pas si différent une entreprise de l'ESS et une entreprise classique, il y a évidemment des choses fondamentalement différentes, mais pas que. Et en fait, on se focalise toujours sur ce qui est différent et jamais sur ce qui est commun. Et je pense que, pour revenir au sujet du départ, qui est ici la quincaillerie, comme on est très différents à se mélanger ici, ça crée. C'est pour ça qu'il y a de l'innovation ici. Parce qu'au bout d'un moment, on comprend mieux les autres parce qu'on parle pareil. Et du coup, je pense que c'est un des points forts des tiers-lieux. Voilà. Allez, merci. La culture, c'est vrai que entre acteurs qui parlent a priori la même langue, c'est un vrai sujet de fond pour développer la fameuse transversalité dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que d'autres réactions, d'autres questions dans la salle? Pas plus. Est-ce qu'autour de la table, quelqu'un voulait reprendre la parole pour réagir à ce qui a été dit? Oh, juste oui. Ah, merci. Quand c'est une fleur qui vous dit. C'est une fleur. C'est une petite tête. Ce sont les produits là-bas qui m'intéressent. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, je vais juste faire un peu d'humour. Philippe l'a dit, difficulté de mettre en place en Creuse les filières. Et j'ai vécu ça, rassure-toi, pendant quelques décennies d'ailleurs. Donc j'en ai des regrets. Moi je me pose la question, la première filière qui serait à mettre en place quand même, et par rapport aux propos des uns et des autres, est-ce que c'est pas une filière, et je suis tout à fait d'accord sur tes propos, une véritable filière d'accompagnement au développement et à l'initiative. Parce que c'est un peu ça. Hein. On se voit tous régulièrement, sans aucun problème. On a beaucoup d'amitiés professionnelles, on a beaucoup de visions communes. Et pourtant, on n'arrive pas toujours à simplifier les démarches qui amènent certains porteurs de projets rapidement à leur objectif. Porteurs de projets d'ailleurs innovants, mais porteurs de projets aussi au niveau des entreprises, on en parlait tout à l'heure, hein, porteurs de projets, alors que systématiquement, quand une entreprise arrive en Creuse, elle trouve un point, je dirais, des plus positifs, c'est contrairement à d'autres territoires, où pour réunir le préfet, le département, la région, j'en parle, mais dans d'autres territoires, il faut 6 mois. Bon, pour nous, c'est le côté un peu, justement, connaissance de toutes ces institutions et des responsables. On arrive à le faire en 1 semaine. Donc l'intention, moi, ce que j'applaudis à tout ce que j'ai entendu, là, je dirais, les intentions sont belles. Comment véritablement les activer? Sachant que peut-être qu'il faut qu'on prenne exemple avec la quincaille, justement, où personne n'a d'interaction, mais tout se fait quand même. L'autre chose, dans le terme de la filière et de l'accompagnement, Eric parlait des entreprises, Bruno parlait de la réglementation, enfin, il n'y a pas que Bruno, hein. Et on se dit aujourd'hui, une entreprise qui veut se développer, qui veut se mettre au goût du jour par rapport aux contraintes actuelles ou à venir, hein, parce que c'est ça aussi un peu le rôle du chef d'entreprise ou des élus, c'est de prévoir l'avenir et de ne pas bouger quand on est sur la contrainte, mais d'essayer d'anticiper ce qui va se passer. Donc le chef d'entreprise, il a son journalier à gérer, il a son entreprise à gérer, parce que c'est comme ça. Une entreprise qui gère mal, je dirais, elle crée que du chômage. C'est bien ça, hein, tant qu'elle a tout intérêt à le gérer en tant qu'acteur territorial aussi. Et elle doit anticiper. Et la complicité qu'il y a entre le monde de l'entreprise tout à fait classique et tout ce qui se passe à côté, tiers-lieu, fabrique initiative, permet d'amorcer la pompe, je dirais, parce que c'est plus facile, parce que aussi on arrive à trouver des financements que l'entreprise ne peut pas trouver systématiquement. Donc d'un côté on amorce la pompe, on teste les nouvelles façons de travailler, d'anticiper ces réglementations,
jusqu'à, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, jusqu'à un moment ou un autre, repasser cette expérience dans le monde économique que l'on connaît tous les jours. Et ça, je crois que c'est cette complicité-là qui amène une plus-value incontestable aux entreprises. Et cette anticipation de l'avenir et aussi la compréhension de l'ère du temps, c'est un sujet qu'on traite beaucoup avec un de nos partenaires qui est Apimorphose. Apimorphose, c'est un peu un réseau à l'international, et qui s'est constitué à l'initiative de Alain de Vulpian, qui est décédé en novembre ou décembre dernier, qui était sociologue et anthropologue, et qui pendant, je crois, 50 ans de carrière a travaillé ce concept de socio-perception pour aider les dirigeants à écouter l'air du temps, à sentir les choses, à prendre du recul, à décrypter, à sonder. Et il a publié un livre avec Irène Dupont-Couturier qui organise un événement le 20 prochain, toute une journée pour imaginer en intergénérationnel la société que l'on souhaite à horizon 2030 avec des idées d'action à la clé. Et donc ils ont sorti un livre qui s'appelle Homo sapiens à l'ère de l'intelligence artificielle, alors qui n'est pas le livre Homo sapiens connu à l'international, mais qui reste un ouvrage vraiment exceptionnel, qui est riche d'enseignements, parce que, encore une fois, c'est une vision internationale sur plus d'une cinquantaine d'années. Et je le recommande vivement si vous n'avez pas eu l'occasion de le découvrir, parce que la socio-perception, la pensée systémique, qui a été aussi bien étudiée et documentée par Peter Senge, avec le livre La cinquième discipline, qui est trop peu enseigné dans les écoles, les universités. Et peut-être que ce que vous évoquiez en préambule, cet accompagnement à l'ouverture d'esprit, à la pensée finalement systémique, peut-être que ce sont des nouvelles formes d'université ou de formation professionnelle qui d'ailleurs sont en végétation dans certains territoires. La prochaine étape de la tournée des tiers-lieux sera à Grasse, et on aura autour de la table des personnes qui sont à l'initiative, alors je ne suis pas certain du nom, peut-être que vous le connaissez mieux que moi, l'IMA, je crois que c'est le nom de l'école, qui réunit notamment un certain nombre de personnalités, dont Jacques Hubrecht du Parlement des entrepreneurs d'avenir, mais pas seulement, plein d'autres. Peut-être que ce sont ces nouvelles universités qui vont pouvoir contribuer à ce que vous évoquiez à l'instant sur la facilitation. Bon, il y a peut-être des ponts à faire avec Grasse. Oui, juste pour, entre autres, répondre à François, plus sous forme de boutade. Parce qu'en fait, sur un tiers-lieu comme le nôtre ici, à la Quincaillerie, qu'est-ce qui fait filière? Alors c'est vrai qu'il y a autant de tiers-lieux qu'il y a de territoires, mais n'empêche quand même que tout tiers-lieu qui se respecte, il a forcément un bar. Et ce qui fait filière, c'est là. Parce qu'effectivement, on va se retrouver à boire un café, à boire une bière, et puis justement, on est quand même autrement, alors qu'on peut avoir effectivement probablement des intérêts qui sont un peu différents, mais là justement, on fait la pause. Et le dialogue peut-être devient plus réel, et même si je le dis sous forme de boutade, n'empêche que on est beaucoup plus terre à terre, et c'est souvent aussi comme ça que ça se passe. Voilà. Vous vouliez réagir? Ah non, je suis d'accord avec Philippe, d'ailleurs, le bar nous attend, je crois. C'est toujours le moment où on débriefe, etc. et tout ça. Et puis c'est une filière humaine aussi, voilà, où on remet l'humain au cœur, effectivement, des préoccupations. Juste pour dire que de ne pas s'inquiéter, hein, ce qu'il y a là sur la table, là, c'est légal, hein, donc il n'y a pas de problème au cas où, mais il y a un bouquin qui s'appelle L'Empereur ému, qui a été écrit par Jacques Herrer, qui est malheureusement décédé, qui a dit que c'était, on est quand même sur la Convention pour le climat, que c'était la plante qui allait sauver l'humanité. Voilà, parce que elle régénère la terre, elle consomme peu d'eau, on peut tout faire avec des vêtements, du papier, manger, je rappelle que des protéines très riches en oméga 6 et 3, en plus celui-ci il est bio. Voilà, donc merci à Joueni, il nous aura amené ça, il a amené aussi des produits qu'il fait et qui sont excellents. Je vous invite à aller le voir, à déguster tout ça. Si vous avez un peu d'arthrose, si vous avez des insomnies, ça marche, c'est du naturel, il n'y a aucun effet secondaire. Ça ne peut qu'éventuellement marcher. Voilà. Et puis on espère qu'un jour ce gouvernement assez rapidement deviendra, excusez-moi, moins con. Alors c'est pas gagné tout de suite, mais parce que je rappelle quand même que dans l'expérimentation qu'on a obtenue
qu'on a obtenu l'expérimentation médicale en cours. On traite des pathologies, il y en a 5 qui ont été listées, il y en a plus bien sûr. Il y a les scléroses en plaques, il y a tout ce qui est les maladies neurodégénératives, etc., où on prescrit. Et les huiles qui sont prescrites par les médecins dans le cadre de l'expérimentation viennent majoritairement du laboratoire qui est installé quelques mètres plus loin, qui aujourd'hui est le premier fournisseur d'huile CBD dans le cadre de l'expérimentation. Donc on a quand même développer de l'emploi sur le territoire, on ne communique pas beaucoup là-dessus, on n'a pas accès toujours sur les succès, parce que ça reste effectivement encore quelque chose de tabou, mais on espère bien effectivement continuer, parce que comme l'a dit Joanie, c'est créateur d'emplois et de tout type d'emplois, à la fois pour le ramassage, la transformation, etc., mais ça va jusqu'au labo, au bac plus 5, pharmacien, etc. etc. Donc c'est toute cette filière-là que l'on veut mettre en place, même si on s'est beaucoup foutu de notre figure au début. C'est sérieux. Et puis, comme j'ai dit un jour à la ministre Buzyn, qui est en face de moi, expliquez-moi comment on peut faire des médicaments à partir de l'opium, et pourquoi on ne pourrait pas en faire à partir du cannabis. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, les opiacés tuent 150 à 200 personnes par jour aux États-Unis, qui meurent tous les jours à cause d'un surdosage aux opiacés, parce que là-bas, on prescrit ça comme des petits pains, j'allais dire. Mais en tous les cas, il y a avec cette plante, ça peut être l'avenir de la Creuse. Maintenant, voilà. Merci à tous, j'allais dire, mais c'est juste que j'ai soif. On retient l'idée de... On va se retrouver... Ouais, vas-y. Ouais, sur l'attractivité, donc avec le projet qu'on a sur le pôle d'excellence sur l'ancien site militaire de Fénier, il y a eu un article dans le journal aujourd'hui, là. On a quand même réussi à aller chercher une dizaine d'entreprises qui sont un peu originaires un peu partout en France, qui ont validé le fait qu'elles venaient sur le futur site de pôle d'excellence. Certaines entreprises qui sont plutôt des startups avec des domaines de compétences très spécifiques, ou d'autres qui sont des entreprises qui existent depuis plus de 200 ans et qui sont implantées. Donc voilà, il y a vraiment, on a réussi sur ce projet spécifique de cannabis thérapeutique de faire venir des entreprises qui comptent déjà dans le secteur en France. Va se poser le problème du logement sur le territoire, puisque à terme de 2-3 ans, je pense qu'on sera sur entre 25 et potentiellement 80 emplois sur le site, donc il va falloir loger aussi toutes ces personnes. Et voilà, donc ça c'est une problématique qu'on était déjà en train de voir avec la communauté de communes de Haute-Corrèze, notamment sur la Courtine, qui est un village une ville-village où il y a énormément de maisons qui sont abandonnées. Et eux se posent aussi la question de savoir comment ils vont pouvoir aller chercher ces logements qui sont abandonnés pour les réhabiliter. Et donc ça c'est pour la partie thérapeutique, mais sur la partie bien-être, c'est pareil, hein, nous demain on a le feu vert du gouvernement. Rien que pour ma structure à moi sur Pigerolles, c'est 5 à 10 créations d'emplois à l'année et potentiellement entre 15 et 30 saisonniers sur 2-3 mois. Voilà, donc, et je ne suis pas le seul en Creuse à produire du CBD. Voilà, il y a une dizaine d'agriculteurs et ça peut vite se multiplier. Donc voilà, il y a un fort impact derrière qu'il pourra avoir pour le territoire. En sachant que la région aussi travaille beaucoup sur la filière chanvre de manière complètement transversale, hein, puisque avec l'appui de la région, il y a une association qui s'appelle Chanvre Nouvelle-Aquitaine, où il y a déjà à peu près 80 adhérents, et on traite la plante de chanvre de la tige jusqu'à la graine, en passant par le médical ou le bien-être. On avait une réunion, rencontre il y a 15 jours à Brive. On a été visiter la dernière corderie française qui fait des cordes en chanvre, dont j'ai malheureusement perdu le nom. Mais voilà, donc il y a un fort impact sur le territoire. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, on estime cette année à peu près à 150 agriculteurs qui ont fait du chanvre bien-être. Notamment beaucoup d'anciens tabaculteurs bio, parce qu'il y avait une filière bio de tabac en Nouvelle-Aquitaine qui a complètement disparu. Et cette année, voilà, il y a à peu près 80 anciens tabaculteurs qui se sont essayés à la production de chanvre bien-être. Et puis d'autres agriculteurs qui avaient lancé par exemple une coopérative de production d'échalotes, qui avaient fait des gros investissements, qui se sont presque retrouvés sur la paille à cause du Covid, parce qu'ils fournissaient les collectivités et autres en bio.
Et voilà, pour amortir les investissements, ils sont aussi lancés dans le CBD, quoi. Donc, tout ça, il y a une grosse filière en Nouvelle-Aquitaine qui est en train de naître autour du chanvre. Il y a un gros potentiel, y compris dans le textile, donc peut-être une opportunité pour Mister Sud d'innovation. Le textile, la bière locale, il y a tout, on peut tout faire. Enfin, on va... Pour rebondir la région, parce qu'en 2018, c'est devenu, effectivement, j'avais fait inscrire ça dans les politiques agricoles. Le premier lycée, appel d'offres pour un lycée en Charente, va être construit avec isolation totale biomatériaux chanvre. C'est comment la commande publique tire aussi un marché et des potentiels pour le tout. Voilà. On va souhaiter bon développement à la Creuse avec cette nouvelle filière en devenir. Merci à tout le monde pour la présence, pour vos témoignages, participation. Et comme il y a quelques rendez-vous à prendre, parfois les rendez-vous manqués, ça prend du temps après à les refixer. Donc je vous invite à sortir les agendas autour du bar. Comme ça permettra qu'on prenne les rendez-vous dans la foulée. Merci. Merci.